Bonjour, comment allez-vous? Oui, encore moi. Aujourd'hui, petite vidéo pour ramener un petit peu de perspective sur ce qui se passe chez vous en France avec, bon, je parle pas de Macron et le fait qu'il soutient Borne et que finalement vous allez vous traîner encore un gouvernement, alors peut-être il va y avoir des réajustements. J'espère qu'au moins dans les réajustements, ils vont pas garder Schiappa. Ils vont pas garder Pape Diaye. Parce que ces deux loustiques là, je crois qu'ils ont démontré qu'ils étaient, ça y est, on a compris qu'ils n'étaient pas compétents pour ce qu'ils font. Non, je vais vous parler de quelque chose qui est amusant mais à la fois dramatique. Jean-Luc Mélenchon, donc le chef de la France Insoumise, a dit et confirmé que selon lui, le CRIF, donc c'est je ne sais plus, c'est l'acronyme, c'est le comité républicain des Israéliens ou des Israélites de France ou un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin bon, bref, vous savez qu'est-ce que le CRIF était d'extrême droite. Bon, alors, remettons, comme je vous l'ai dit, un petit peu de perspective. Oui, fut un temps où le Front National, certaines personnes, et plus particulièrement des gens de l'intelligentsia parisienne, et qui plus est, juifs, mais attention, juifs sionistes, accusaient et insistaient bien sur le fait que le Front National de Jean-Marie Le Pen était antisémite. Qu'il a pu tenir des propos qui étaient antisémites. On se souvient de sa fameuse phrase regrettable que la Shoah était un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, entre nous soit dit, dans la phrase, sur le fond, c'est pas faux. Mais, encore une fois, là on est dans l'exemplarité même de ce que l'on met de sensible sur un sujet pour que jamais personne ne puisse l'amoindrir ou le recontextualiser par rapport à l'histoire globale de la Seconde Guerre mondiale. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne confirme pas ou je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais bien admettre que contextuellement, au moment où il a dit, forcément il a fait une connerie de dire ça comme ça en sachant très bien qu'il allait s'attirer les foudres de certaines communautés, de certaines associations de défense, plus particulièrement la Ligue juive, la LDJ, comme on les appelle. Je crois que la LDJ peut être un peu plus contemporaine. Enfin bref. Tout ça pour dire que dans l'électorat du Front National, à un moment donné, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte que il y avait des juifs. Il y avait des Français de confession juive, mais alors attention, ce sont des Français de confession juive, évidemment, haute société, bourgeoise, conservatrice, et qui par conséquent n'est pas propice à voter de gauche, mais plutôt de droite, voire d'extrême droite, pour des raisons, je pense, que chacun d'entre vous comprendront. Oui, peut-être le fait que la France s'arabise, qu'il y a de plus en plus de musulmans et qu'on sait que les relations entre Israël et l'islam, du moins certains pays islamiques à l'époque, c'était quand même relativement tendu. Mais d'une manière générale, c'était beaucoup plus tendu vis-à-vis entre Israël et les chiites que les sunnites. Même si on reprend le fond de ces civilisations, de ces populations, chacune d'entre elles possède des courants. Encore une fois, je prends beaucoup de précautions en disant que ce n'est pas tous les juifs, ce n'est pas une généralité, je dirais même à la limite, c'est peut-être une minorité de juifs sionistes qui ont un plan d'élargissement, d'agrandissement, un plan
du grand Israël. C'est pas de la science-fiction, hein, ce que je vous dis là, c'est la réalité. Hein. Tout comme en face, leur antagoniste, les Saoudiens, eux veulent devenir les grands califes du grand califat musulman du Moyen-Orient. Ceci étant posé, donc, comme je vous le dis, si on compare aujourd'hui le gouvernement, tout du moins la politique et l'idéologie israélienne, c'est une idéologie qui se rapproche quand même plus des idées du Front National ou du Rassemblement National qu'autre chose. Donc il y a un moment donné où le coup de l'antisémitisme, ça ne marchait plus. Et d'ailleurs, vous constaterez que maintenant, quand on parle du Rassemblement National, quand on parle de Marine Le Pen, on parle de racisme. Il y a encore quelques petits cinglés comme BHL qui continuent à alimenter la sémantique de l'antisémitisme au sein du Rassemblement National. Ah oui, évidemment, il y en a. Mais ça reste très marginal. Mais alors là, le coup que Mélenchon nous sorte que le CRIF est d'extrême droite, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de prendre conscience qu'il a laissé un petit peu trop la porte ouverte ou a peut-être fait pratiquer un petit peu trop l'open bar vis-à-vis de certains de ses collègues, certains de ses homologues, et que c'est parti en vrille, qu'ils sont allés trop loin. Et du fait d'aller trop loin, aujourd'hui, la France insoumise ne peut pas se déroger, ne peut pas se dérober de son intention de bien être le parti représentatif d'une partie des Français, qui plus est des Français musulmans. Et c'est bien l'intention des insoumis, c'est d'être le parti qui va attirer l'électorat musulman. Et donc du coup, s'ils attirent l'électorat musulman, ils ne peuvent pas toucher ou essayer de séduire aussi un électorat communautaire. Ils essayent un petit peu aussi de s'attirer la communauté LGBTQ+, de leur côté. Et puis la communauté juive, évidemment, c'est soit tu choisis l'un ou l'autre. Les LFI ont très clairement fait leur choix. Donc ils ne peuvent pas séduire le potentiel électoral juif français, parce que finalement, tu as plus d'intérêt à séduire la communauté musulmane française que la communauté juive française. Pourquoi ? Parce que les musulmans français sont beaucoup plus nombreux que les juifs français. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur Internet la répartition ou l'estimation de répartition de la population française de confession musulmane et de confession juive. Et vous allez voir la désagréable surprise de constater que la communauté juive est extrêmement aujourd'hui faible par rapport à la communauté musulmane. Donc vous pensez bien que dans la communauté musulmane, il y a un certain sourire de la part de certains de se dire qu'aujourd'hui, ils ont supplanté en population la population française de confession juive. Et donc par conséquent, il est évident que Mélenchon joue sa carte de séduire l'électorat musulman. Électorat musulman dans toute sa globalité. Là, je ne fais pas de distinguo sur les musulmans modérés, les musulmans laïcs, les musulmans... même si certains vont me dire, oui, musulman laïque, c'est un paroxysme, ça n'existe pas. Alors on va dire apostat, si vous préférez. Que les musulmans radicaux, etc., parce que ça fait partie du jeu. Donc le fait que Mélenchon aujourd'hui dise que le CRIF est d'extrême droite, tout le monde est un petit peu sur le cul, parce que jusqu'à présent, vous comprenez bien que la communauté juive est protégée. Tellement protégée qu'elle a aussi des influences qui ont réussi quand même à mettre au vert un certain nombre de gens. Je pense à Alain Soral, par exemple, qui aujourd'hui s'est réfugié en Suisse. Je pense à Dieudonné, qui aujourd'hui... c'est Dieudonné. Rissen, ou
ou encore ce breton là qui est réfugié au Japon, je ne sais plus. Donc c'est des gens qui, alors attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce que ces gens disent, je dis simplement c'est que dans leur dialectique, dans leurs propositions, dans leurs opinions, ils ont souvent un petit peu attaqué la communauté juive, plus particulièrement les sionistes, pour ne pas les nommer. Et du fait que, à l'époque de François Hollande avec Emmanuel Valls, qui, je le rappelle, quand il disait ma femme est issue de la communauté juive, quand même, le fameux quand même, qui est, alors aujourd'hui qui s'est un petit peu oublié, mais qui est quand même resté, tel un dialogue de filles. Et qui s'était vertué à servir l'intérêt justement du CRIF d'essayer de foutre en l'air les carrières de ces gens qui de temps en temps disent des choses pas très gentilles ou peut-être disent des choses qu'il ne faut pas dire. Puisqu'encore une fois, je rappelle qu'en France, contrairement aux États-Unis, en France, il est compliqué, difficile de critiquer la communauté juive. Pourquoi ? Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a ce sentiment de culpabilité, que d'ailleurs certains s'amusent et s'évertuent à toujours ramener un petit peu sur le devant de la scène pour que justement on n'oublie pas, de la collaboration, du gouvernement de collaboration, j'insiste bien, gouvernement de collaboration, avec une police de collaboration, parce que là aussi, c'est pareil, les sémantiques, ils s'amusent à dire, oui, la police française, elle a quand même envoyé des juifs dans les camps. Oui, le problème, c'est qu'après, c'est un problème de devoir moral. J'avais fait une vidéo sur ce problème, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais quand on applique aujourd'hui le point Goldwyn sur la Seconde Guerre mondiale et la collaboration pour dire finalement la France d'aujourd'hui, la police d'aujourd'hui, elle n'a pas très bien changé, elle n'a pas changé. Non, c'est du raccourci, d'accord. Donc, moi je vais vous dire très sincèrement et très honnêtement, pour moi Mélenchon, c'est pas un con. C'est un caractériel, c'est une forte personnalité, mais c'est loin d'être un con. C'est loin d'être un con, c'est quelqu'un de cultivé. Je dirais même que c'est quelqu'un cultivé qui, si ça se trouve, joue très bien son rôle d'antagonisme à l'extrême droite. Pour que le paysage politique français reste stable, avec une représentation politique et idéologique de tous bords, mais qui en réalité, en coulisses, je dis bien en coulisses, ils sont tous de collusion. Ils sont tous copains comme cochons. Bon, d'ailleurs, il y a eu des fois des images qui ont circulé, qu'on a ressorties en disant tenez, comment ça se fait, monsieur Mélenchon, que vous serrez la main à Marine Le Pen, etc. Donc, j'ai envie de dire, Mélenchon pourrait très bien dire écoutez, nous sommes des personnalités politiques, que nous ayons des divergences idéologiques, que nous soyons dans un duel, un combat politique, un débat politique, ça n'empêche pas que la moindre des choses, la moindre des politesses, parce qu'on n'est pas des bêtes que je sache, c'est d'avoir la cordialité et d'avoir le respect envers son ennemi politique. Ennemi politique. Ce que je viens de vous dire là, évidemment, il y en a certains aujourd'hui dans les jeunes générations qui ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils ont tellement été lavés du cerveau qu'ils ne peuvent pas considérer ou imaginer qu'un jour, il puisse y avoir un accord de trouver et que Poutine et Zelensky finissent par se serrer la main. Il y en a, ils vont s'étouffer si ça arrive. Bon, pour l'instant, ça risque pas d'arriver, mais ça peut arriver. Donc, comme je vous dis, Mélenchon est loin d'être un con. Donc s'il fait ça, c'est qu'il le fait en connaissance de cause. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Pourquoi ? Dans quel but ? Est-ce que c'est pour essayer de récupérer les conneries de ses collaborateurs avec l'affaire Naël, où on a dit amen à tout, et finalement, aujourd'hui, les LFI se rendent compte qu'ils ont perdu peut-être un électorat, ou une partie de leur électorat, parce que c'est quand même un électorat qui a des valeurs, qui a des principes, et qui ne sont pas d'accord pour qu'on glorifie, ou même si ça ne retire en rien les circonstances de la mort du gamin, mais
Mais de là à faire la foi, à faire le soutien avec un jeune délinquant, non. Et puis, évidemment, comme je vous l'avais déjà dit, ce qui a énormément porté préjudice à la France insoumise, c'est de participer à des manifestations sous le statut de représentants, d'élus et de députés, et deux, c'est parfois d'être un petit peu borderline concernant les émeutes. Limite les légitimer parce que c'est une colère qui s'exprime. Enfin bref, je ne vais pas reprendre les sémantiques, on les a déjà entendus. Et ce sont généralement des sémantiques qui servent à essayer de mettre encore une fois de plus le tapis sur le fait que c'est pas des jeunes de banlieue, des pauvres jeunes de banlieue, etc. C'est des délinquants. C'est des délinquants, ça fait 50 ans qu'on investit dans des banlieues pour leur donner des écoles, pour leur donner des loisirs, pour leur donner des terrains de foot, pour leur donner tout ce qu'il faut pour le loisir, même leur gratuité des transports, à la rigueur, ça c'est fait. Pour rien en fait. Bon, évidemment, dans le lot, il y en a certains qui ont profité, qui ont tiré profit de la situation à leur avantage pour s'intégrer et s'en sortir. Mais il y en a d'autres, excusez-moi du peu. C'est les gamins qu'on voit sur des chaînes de télé qui disent oui, on n'a pas de boulot, on ne nous donne pas de boulot, de toute façon la France est raciste. Bah écoute Coco, si ce que tu dis là, tu le penses réellement, bah barre-toi, va dans un autre pays. C'est comme ceux qui disent la France est raciste. Bah, si la France est véritablement raciste, pourquoi est-ce qu'il y a autant de migrants qui veulent venir en France ? Je sais pas, ça me paraît logique. Moi, si on m'avait dit viens pas aux États-Unis parce que les Américains ils sont racistes envers les Français, je serais jamais venu. Je suis pas suicidaire, je suis pas taré. Donc il y a un moment donné où faut remettre un petit peu les choses au clair. Or justement, les filles n'ont pas voulu mettre les choses au clair, n'ont pas voulu admettre ou de faire un mea culpa en disant oui, excusez-nous. Les choses se sont peut-être un petit peu emballées. Non. Ils persistent et signent. Non seulement ils persistent et signent, mais en plus de ça, ils continuent leur récupération. Récupération en appuyant le fait qu'on a permis de donner encore une fois de plus un tremplin à l'association Justice pour Adama Traoré. D'ailleurs, on a même vu la mère de Naël qui remercie l'association Traoré de la soutenir pour créer une association elle-même, un comité pour lutter contre l'injustice, contre les violences policières. Business is business, hein, attention, hein, parce que derrière, évidemment, il y a des clauses, c'est une question de sous. Hein. On ne sera pas étonné peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an d'entendre que la famille de Naël s'est barrée avec la caisse. Quand on a le pédigré de la famille, excusez du peu, hein, c'est comme les Traoré, c'est pareil. Hein, on essaie de nous faire culpabiliser sur le fait que le frère Traoré a été tué par des gendarmes, enfin tué, qu'il est mort. Il y a des morts parfois qui sont accidentelles parce que quand tu refuses l'autorité, quand tu te débats, qu'à force de te débattre ou de faire de la résistance violente contre l'autorité, bah, l'autorité, elle aussi, elle fait preuve de violence, sauf que, vous connaissez l'expression, hein, jeu de main, jeu de vilain. Et bah, des fois, ça finit mal. Seulement, évidemment, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent pas admettre cette évidence que le jeu de main, jeu de vilain, ça peut mal finir. Et évidemment, le fait de faire ça, bah, Jean-Luc Mélenchon, il prend un risque. Il prend un risque, non seulement de se ramasser des procès, parce que là, je pense que le CRIF, oui, hein, le CRIF, ils vont certainement déposer plainte pour propos antisémites. Ça ne fait que confirmer l'idée que finalement, l'extrême gauche serait bien raciste, elle aussi, antisémite. Jusqu'à preuve du contraire, c'était les communistes qui étaient un petit peu... Mais là, ça ne va pas arranger les affaires des partis d'extrême gauche.
Donc c'est une foire, c'est un bordel, mais qui correspond bien à ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, c'est que tout s'effrite. Le modèle, la matrice est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que l'illusion commence à ne plus fonctionner auprès d'un certain genre de Français qui ont encore un cerveau et qui à un moment donné savent se poser les bonnes questions. Les mêmes Français qui aujourd'hui commencent à se poser des questions, à savoir, est-ce que finalement l'Ukraine, on ne va pas plutôt essayer de trouver un compromis que de laisser une situation pourrir? Parce que malheureusement, force est de constater que la grande offensive, elle n'a pas eu lieu. Et que tout le monde reste sur ses positions, que tout le monde s'amuse, et vas-y, je te fais sauter le pont parce que vous êtes des méchants, et vas-y que, puisque tu as fait sauter le pont, eh bien, j'annule l'accord sur le transport des céréales ukrainiennes par l'intermédiaire du port. Alors je ne sais plus quel port c'est pas Odessa, c'est un autre port. Donc là les Russes ont dit non, stop, terminé. Plus de transport. Oui, évidemment l'Occident est emmerdé parce que c'était beaucoup de pays africains qui bénéficiaient de ces céréales, de ce blé, etc. Donc il y a un moment donné où ça coince. C'est-à-dire que même ceux qui adoptaient le discours dominant, à un moment donné, le discours dominant, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle que vous ne mettez pas au bon endroit. Mais on est en train de vous dire, si, ça va là. Mais non, ça va pas là. Regardez les formes de la pièce, c'est pas là qu'elle doit aller. Si, c'est là qu'elle doit aller. On te dit que c'est là qu'elle doit aller. Et si on te dit que c'est là qu'elle doit aller, c'est que c'est là que ça doit aller. Et t'as pas à discuter. Si tu discutes, t'es fasciste, t'es facho, t'es extrême droite, t'es complotiste. Mais sauf que ce genre de discours, ça fonctionne plus. Là, justement, le problème du pont là, de Crimée et le fait que la fameuse affaire Prigojine, ça a fait pchit. T'en as sur les réseaux sociaux, qui t'envoient des commentaires avec des mémés ou des trucs comme ça en te faisant passer pour un pro-Poutine. Alors que t'as absolument rien dit, t'as rien affirmé sur le fait que question d'être pro-Poutine. Tu soulèves juste un contexte, tu soulèves une question, tu soulèves une situation. C'est pas être pro-Poutine. Est-ce que dire aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour résoudre ce problème avec l'Ukraine? Ça veut dire que tu es pro-Poutine alors. Non. La seule chose que tu dois dire, c'est il faut bouter le russe d'Ukraine. Il faut récupérer le Donbass. Il faut récupérer la Crimée. Il faut rétablir la souveraineté de l'Ukraine. Oui, mais avec quels moyens? Comment on fait? On n'a qu'à y aller. Ouais, on y va. Sous quel argument? Sous quelle raison? Je rappelle encore, pour une fois de plus, la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine et l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie. En revanche, si jamais on envoie des soldats, alors sous l'OTAN, par exemple, Poutine, il peut très bien dire, puisque l'OTAN a décidé de rentrer en guerre en Ukraine et de tuer mes soldats, je considère que c'est une menace pour la souveraineté de mon pays. Donc, les Polonais, oui, on a entendu, les Polonais. Est-ce que les Polonais pourraient rentrer en guerre? Alors, les Polonais peuvent parfaitement rentrer en guerre en Ukraine contre la Russie. Mais hors contrat avec l'OTAN. C'est pas parce que vous appartenez à l'OTAN que si vous décidez de faire la guerre à quelqu'un, que forcément vous allez le faire au nom de l'OTAN. Non. La Pologne, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche, même plus si elle fait partie de l'OTAN. Enfin, tous les pays membres de l'OTAN peuvent très bien faire des guerres à des pays, mais en dehors des prérogatives, en dehors
de l'OTAN. Je dirais même que si jamais, par exemple, un pays décide de faire la guerre à l'autre pays et que c'est les deux pays qui sont dans l'OTAN, bah là, merde, ça pose un problème quand même. Hein. Je vous rappelle quand même que dans l'OTAN, il y a la Turquie. Et force est de constater que la Turquie, il y a des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Je rappelle qu'il y a des gros différends entre la Turquie et la Grèce. Pourtant, les deux pays sont dans l'OTAN, il me semble. Ah ouais, quand même, hein, c'est compliqué. Hein. Donc, pour revenir au fait que, évidemment, les gens qui se croient intelligents de vous rabaisser à des titres, à des étiquettes, à des caricatures, parce que ça les rassure. Sauf que ces gens-là, en règle générale, si vous leur dites, bah écoutez, ok, on y va, ok, on va en Ukraine. Allez, l'OTAN, on déboule en Ukraine. Soldats, matériel, avions, missiles. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, on est obligé de tuer des Russes. Bah oui. Donc si on tue des Russes, comment voulez-vous qu'on repousse les Russes de Donbass et de Crimée? D'autant plus que derrière, même si la communauté internationale, je rappelle, la communauté internationale, c'est 28 pays de l'ONU, hein, c'est pas les 192. Hein. C'est eux qui font la pluie et le beau temps, c'est pas les 192. Les 192, ils n'osent rien dire, ils suivent parce que il y a toujours des intérêts, il y a toujours des jeux d'influence, etc. Toi, le Ghana, on t'arrose chaque année de quelques millions de dollars de subventions. Si tu ne votes pas notre résolution, on te coupe les vivres. Ah, voilà comment ça se joue. Raison pour laquelle d'ailleurs les pays émergents tels que la Russie, la Chine, l'Inde, certains pays d'Asie du Sud-Est maintenant, qui se développent économiquement, aujourd'hui ont de l'argumentaire, ont des contreparties à proposer à des pays, surtout les pays africains. On leur dit, écoutez, il semblerait que vous soyez quand même assez dépendants de certains pays occidentaux, de l'ONU, qui font la pluie et le beau temps pour des aides financières, pour des subventions, pour des interventions, etc. Nous, on vous propose ça. L'équivalent, voire mieux. Et après, vous lisez dans le Figaro, dans l'Express, Le Point, etc., que les Russes sont en train de nous casser les couilles et sont en train de chasser les Français de la France-Afrique et tout le tralala. C'est pas normal, c'est des méchants et tout. Ben non, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si la Russie et la Chine ont une offre à certains pays pour du partenariat, pour des alliances, pour des traités économiques, et les pays, si les conditions leur paraissent un peu mieux que ce que nous on propose en général, ils auraient tort de se priver. Sauf évidemment, y a cette épée de Damoclès qui traîne parfois sur la tête de certains dirigeants de pays africains qui disent, si jamais tu fais ça, tu sautes. On fera en sorte de foutre le bordel, une guerre civile, et tu sautes. Exactement ce qui s'est passé en Ukraine, dites-moi, avec Maïdan, non? Parce que je me souviens, Genko, les accords qui étaient lancés avec l'Union Européenne, et puis finalement il a dit, non, tout compte fait, on va rester avec le voisin russe. Parce que 1, on y gagne, 2, c'est moins cher, et 3, c'est quand même un partenaire plus ou moins historique, même si, en effet, depuis 91, depuis l'indépendance de l'Ukraine, certains ont bien mis de l'huile sur le feu, sur les dissensions, l'histoire, des relations difficiles, compliquées entre les deux pays, même si, encore une fois de plus, l'Ukraine n'existe en tant que pays souverain que depuis 91. Oui, il y en a un qui dit non, c'est faux, elle existait déjà avant. Oui, elle a existé 3 ans, 2 ou 3 ans, à partir de 1917 ou 1918. Mais avant, une Ukraine souveraine, elle n'existait pas. C'était des petits royaumes, c'était des fiefs, c'était ça l'Ukraine. Ou c'était des possessions.
C'était des territoires qui appartenaient alors à la Lituanie, à la Pologne, à l'Empire ottoman, etc. C'est un jour, voilà, début du 19e, on a dit, bon bah tiens, l'Ukraine, on dessine les frontières, et lors de la chute des tsars, l'établissement de l'Union soviétique, enfin ça ne s'appelait pas l'Union soviétique à l'époque, on a commencé à mettre en place des gouvernements évidemment bolcheviques, communistes, etc. Sauf que pour l'Ukraine, ça a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, les Russes se sont dit l'Ukraine c'est quand même le grenier à blé de la Russie, donc hop, on la réintègre. Bon, évidemment, avec Staline, aucun moyen de négocier, de discuter ou de faire des sanctions internationales parce qu'il a intégré l'Ukraine. Bon. Donc cette sémantique, etc., elle rentre toujours dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans les plateaux télé. On a même des fois des gens qui ont une certaine notoriété parce que c'est des journalistes russes, c'est des sociologues russes, c'est des auteurs russes, c'est des intellectuels russes. Mais très clairement, qui en ont gros sur la patate vis-à-vis de Poutine, allez savoir pourquoi. Parce que peut-être c'était des acteurs qui devaient servir aussi à la mise en place d'un système occidental en Russie, qui malheureusement, leurs plans sont tombés à l'eau. Donc, pour terminer, c'est sémantique. Cette volonté d'essayer d'imposer systématiquement à l'opinion une idée bien précise. Quand vous avez un Mélenchon qui tout d'un coup vous dit que le CRIF est d'extrême droite, oui, vous avez le droit de dire mais on se fout de notre gueule. Ces politiciens se foutent de notre gueule. Je pourrais vous dire qu'il y en a déjà pas mal de Français qui le savent. Mais il y en a d'autres, ils n'ont toujours pas compris. Il y en a, ils sont un petit peu plus longs à la détente. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais bon, je pense que très clairement, le CRIF va certainement déposer plainte contre Mélenchon pour propos antisémites. Mais ça va être amusant de voir comment les LFI vont essayer de récupérer la situation, parce que, je pense qu'à mon avis, les LFI, là, ils ont perdu du terrain, très clairement. Là, il y a une échéance électorale, il y a les européennes qui arrivent. Moi, je commence à sentir le roussi chez les NUPES, c'est-à-dire je commence à sentir que les socialos, les écologies, les verts, même les communistes, je pense qu'à mon avis, ils sont dans un état d'esprit de se dire peut-être qu'on a plus d'intérêt et plus de chances à présenter des listes indépendamment de la NUPES. Parce que là, la NUPES, les LFI commencent à nous briser menu, quoi. C'est comme la Rousseau. Les Rousseau avec ses 60 degrés, mais qui n'a pas compris que c'était 60 degrés température au sol en Espagne, mais qui va quand même réussir à se caler dans une émission de télé, dans une interview, pour sauver les meubles et expliquer que oui, mais quand même, ça ne change rien à mon propos, les températures en France, vous voyez, etc. Oui, mais les températures en France, moi j'ai connu des étés où tu tapais des 40 ou 42 degrés. Oui, il y a un changement climatique, on est d'accord, mais là, tout ce qu'on est en train de voir, d'entendre et de lire, c'est pour faire peur aux gens et vendre derrière. Enfin voilà, je ne vais pas refaire le discours sur ça, de toute façon, on en reviendra, parce que là aussi, tout ce qui est crédit social, passe carbone, etc., on sent bien que c'est en train de se mettre en place, donc on y reviendra certainement. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les LFI, mais je ne suis pas très positif sur leur devenir. Parce que là, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, le coup des émeutes, s'il n'y avait pas eu les émeutes, ça serait peut-être bien passé. Chacun aurait tiré profit de ces petites manipulations, de ces petites organisations, etc. Mais malheureusement,
les émeutes n'ont fait que, encore une fois de plus, augmenter le potentiel de Français qui ont la légitimité à un moment donné de se servir de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui savent s'en servir. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et moi je vais aller faire mes courses.